Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Aujourd'hui, une émission spéciale immobilier. Nous reviendrons évidemment sur les annonces du gouvernement, des mesures censées répondre à la crise actuelle du logement. Les réactions des acteurs du secteur se succèdent depuis quelques jours, elles ne sont pas vraiment positives. Ce nouveau plan gouvernemental sera-t-il de nature à sortir rapidement d'une situation de crise? Réponse tout de suite. Et puis dans Enjeu Patrimoine, crise immobilière. Toujours le logement neuf au cœur des inquiétudes. La Fédération des promoteurs immobiliers a présenté les chiffres du premier trimestre de son observatoire de l'immobilier neuf de janvier à mars 2023. Les ventes se sont effondrées de 34% par rapport à 2022. Pendant ce temps, les prix, eux, continuent d'augmenter. Comment maintenant relancer le marché? Smart Patrimoine, c'est tout de suite, c'est parti. Et nous recevons aujourd'hui Guillaume Martineau, président d'Orpi, l'un des principaux réseaux immobiliers en France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. L'occasion de revenir, je le disais avec vous, évidemment, sur le plan annoncé par le gouvernement pour répondre à la crise du logement. Parmi les principales mesures, la fin de la loi Pinel ou encore la transformation du prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027. Un chiffre qui interpelle aussi, je voulais le dire, 15% des Français auraient aujourd'hui renoncé à investir dans l'immobilier. Guillaume Martineau, les réactions négatives se succèdent depuis ces annonces, je le disais, des mesurettes, c'est ce qu'on a pu entendre de la part des professionnels du secteur. Que s'est-il passé entre les négociations dont tous ces acteurs-là ont fait partie depuis des mois et puis ces mesures finalement annoncées? Rien, il ne s'est rien passé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été invité, ou les organisations syndicales ou professionnelles ont été invités, et je pense qu'en fait, il y a une grosse déception. Moi, je ne suis pas d'une nature pessimiste, mais là, effectivement, on ne peut pas s'enthousiasmer sur ce qui a été produit, parce que ce sont des mesurettes, il n'y a pas de vision à long terme du logement, on a une vision très particulière, donc il ne s'est rien passé. Je pense que ça provoque beaucoup de déception et de la part des professionnels, mais surtout, le plus important, ce sont les Français, enfin ceux qui doivent se loger. Et notre gros problème aujourd'hui, c'est comment loger. L'accès au crédit bancaire est beaucoup plus difficile, il n'y a pas grand-chose sur le marché, les prix ne baissent pas. Je vous ai écouté faire votre introduction qui était non pas pessimiste, mais très réaliste. Donc il y a une déception parce qu'il y a une attente, parce que le logement, ça touche tout le monde. Ça doit servir à tout le monde. Et là, je pense que le gouvernement voit une crise conjoncturelle où là, nous, les professionnels, nous voyons plutôt une crise structurelle. C'est-à-dire que Alors expliquez-nous justement, c'est peut-être là qu'il y a un désaccord, justement, déjà profond. Eh bien, il n'y a pas de mesure sur le long terme. Chaque gouvernement passe et ce n'est pas lié à ce gouvernement-là en particulier. Ça fait des années qu'on n'a pas de vision à long terme du logement. Il n'y a pas de fiscalité permanente. C'est-à-dire que si, ce qui est permanent, c'est l'augmentation des taxes, ce qu'on vous prélève. On est un peu comme dans Robin des Bois, là. Le shérif de Notting Hill n'arrête pas de prendre un peu plus. Et nous, on voudrait bien qu'ils arrêtent un peu de pressurer un peu nos propriétaires, parce que quelqu'un qui achète un logement fait travailler toute une chaîne. Quand le bâtiment va, tout va. J'ai rien inventé. Et quand le bâtiment va, tout va. Les entreprises travaillent, les banques travaillent, tout le monde, l'État travaille, l'État collecte des fonds. Donc là, il n'y a rien. En fait, il aurait fallu un choc, là, vraiment, pour relancer le marché? Il aurait fallu des mesures simples, compréhensives, parce que l'arrêt du PTZ, le PTZ en zone détendue, sur du neuf, sur de l'ancien, on n'y comprend rien. Enfin, les professionnels arrivent à comprendre qu'en fait, il n'y a rien. Les Français, parce que le PTZ, c'est quand même prêt à taux zéro pour vos téléspectateurs, c'est réservé à une certaine catégorie, avec des limitations, des conditions de ressources. En fait, il aurait fallu des mesures beaucoup plus générales. Moi, je comprends aussi que le gouvernement ne puisse pas sortir l'argent que les finances publiques n'ont pas, non plus. Donc, on ne peut pas vivre que d'aide. Ça, pas de souci. Mais on va essayer d'économiser avec la fin du dispositif Pinel. Oui, mais en fait, on aurait permis, par exemple, sur la plus-value, le régime des plus-values, de réduire ce délai, ce qui aurait permis à des gens de mettre sur le marché beaucoup plus de biens. Là, aujourd'hui, vous êtes quasiment à 30 ans. C'est très pesant, très lourd quand vous essayez d'économiser. Donc, pas de mesures sur la fiscalité. Pour qu'on comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, on a parlé de quoi? J'ai donné 2 exemples en préambule de cette émission. L'accès à la propriété, le marché de la location, la relance du neuf. À quel chantier, là, le gouvernement, justement, a décidé de s'atteler? Alors, bien ou mal, en tout cas, là, on part sur quoi, là? J'ai pas vu de vrai chantier. Vous parlez de la location. Une de nos grosses inquiétudes, c'est le fait que vous n'avez pas de biens sur le marché à louer parce qu'on favorise la location meublée, type Airbnb.
et une fiscalité beaucoup plus intéressante pour les propriétaires. Donc les gens se tournent vers Airbnb, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est Airbnb qui dirige la politique du logement ou si c'est le gouvernement ou les professionnels qui avaient posé, je pense, des mesures sages. Nous, on est là pour fluidifier le parcours. Il y a moins de locations. Moi, j'exerce encore dans mon agence, quand les gens viennent déposer un dossier de candidature, c'est très compliqué, on n'a pas assez d'offres. Donc sur la location, il y a un vrai marasme. Sur la construction neuve, vous avez les phénomènes de la guerre en Ukraine qui ont fait augmenter les matières premières. Vous avez aussi la difficulté des maires bâtisseurs qui ne peuvent pas ouvrir le foncier parce que localement on n'en veut pas. Donc là, l'État aurait peut-être dû reprendre la main et finalement permettre aux maires de pouvoir dire, écoutez, c'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui impose qu'il y ait tant de construction. Parce que là, la problématique, elle est sur le neuf et sur l'ancien, c'est ça, c'est ce que vous dites? Alors, elle est sur le neuf parce que le neuf coûte très cher, il n'y a rien, les promoteurs n'achètent plus, en tout cas le foncier ne permet pas. Donc s'il n'y a pas d'achat en neuf, vous ne construisez pas de social, parce qu'avec la loi SRU, vous devez réserver une partie pour le logement social. Sur l'ancien, les taux remontent. Alors que les taux remontent, moi ça ne me surprend pas. Ce qui n'était pas normal, c'était des taux à 1%. 1%, c'est 1 ou 1,2, ce n'était pas la norme. Donc on passe à 3, 4. On va arriver à 4, c'est ça. Oui, on va arriver à 4. Et quelque part, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais une bonne tout de même, parce que si les banques se remettent à gagner de l'argent avec les taux, parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, à 1, elles ne gagnent rien. Et il faut bien que les banques aussi puissent, pour prêter, il faut bien qu'elles puissent aussi gagner de l'argent. Donc... il faut dire les choses. Si elles gagnent un peu d'argent, elles vont ouvrir la vanne du crédit. La difficulté, c'est toutes les mesures, le reste à vivre. Vous avez des gens qui ont des revenus confortables, mais les nouvelles lois font qu'avec le reste à vivre, on ne vous prête pas alors que vous pourriez. Donc je pense qu'il y a des mesures fiscales. Il y avait un choc psychologique. Montrer qu'en fait, le logement sert à tout le monde. Ce n'est pas uniquement du logement social ou du logement pour des ultra-riches. On parle toujours des classes moyennes. Et moi, j'aimerais bien un jour que quelqu'un m'explique c'est quoi une classe moyenne. Ça commence où la classe moyenne? Quand on voit les Français, ils veulent juste pouvoir se loger, avoir des biens, des maisons individuelles. Là, on nous met des PTZ sur des choses en collectif. Donc, il y a un peu de colère, un peu de déception, parce que le ministre du Logement a parlé de bombe sociale. Il faut juste faire attention, parce qu'un jour, les bombes, ça explose. Et là, socialement, on sent que les gens ne sont pas heureux, parce que c'est pas normal de ne pas pouvoir se loger, que des étudiants ne puissent pas se loger, que des personnes âgées ne puissent pas se loger. Donc il faut nous aider à alléger un peu, je pense, toute cette fiscalité qui pèse, faire comprendre que les banques, effectivement, les taux augmentent et que la norme n'était pas 1, mais 4, et puis donner des perspectives. Sur la création de nouveaux logements, vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'on libère du foncier, parce que si vous libérez du foncier, alors vous permettez d'avoir plus de choix, donc vous faites baisser les prix. La difficulté aujourd'hui, c'est que les prix n'ont pas véritablement baissé. Chez Orpi, on a lancé un pacte anti-inflation il y a 2 mois pour vraiment attirer l'attention aux propriétaires en leur disant « Attention, les prix sont trop chers, les gens ne peuvent pas se financer ». Le problème, c'est qu'on a commencé à en parler, les médias en parlent, donc maintenant il faut que tout le monde l'entende. Donc l'année 2023 est une année de transition, clairement. Et on espère que en cette fin d'année, les propriétaires vont prendre conscience. On voit bien que les endroits où ça baisse, où les prix baissent, les taux de compromis augmentent. Rennes, chez nous, chez Orpi, on est plus 13% de compromis parce que les prix ont baissé. Et à contrario, vous prenez Toulouse, où c'est très dur en ce moment sur Toulouse, parce que les prix n'ont pas assez baissé. Les vendeurs n'ont pas encore entendu, et notre taux de compromis s'effondre. Chez Orpi, on est à moins 21% quand même cette année. C'est plutôt... moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que tout va bien. Quand ça va, il faut le dire. Comme on donne des exemples sur Paris, en ce moment, c'est quoi la situation ? À Paris, on est à moins 32% de compromis chez Orpi. Encore une fois, alors moi, je suis dans un réseau, je dirais, généraliste. Je ne suis pas dans l'ultra-luxe ou des choses très particulières. On loge monsieur et madame tout le monde. On est à moins 32% et on est à moins 6% en prix. Donc Paris a commencé sa mue à réorganiser, à faire... Nos confrères font le métier en expliquant que ça se rééquilibre. C'est d'ailleurs rare que Paris baisse. Il y a longtemps que Paris n'ait pas baissé. Et Paris, c'est un signal pour le reste du territoire, parce que quand ça baisse en Île-de-France, eh bien, le reste du territoire subit l'onde de choc. Moi, j'exerce dans les Landes, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on sent ce que vivent nos confrères parisiens depuis 6-8 mois. Nous, on le sent là. Donc, il faut que tous les acteurs fassent un effort. On ne peut pas tout attendre du gouvernement. Donc ça serait malhonnête de taper uniquement sur le gouvernement. C'est bien de le dire. Non, mais il faut essayer d'être objectif. Donc le gouvernement doit donner un cap et donner une vision du logement sur le long terme en expliquant que si on a des lois qui changent sans arrêt, au gré des ministres, vous n'investirez pas.
vous êtes jeune, vous voulez investir pour préparer le futur. Si on vous change tous les 3 ans, tous les 6 mois, on vous dit, non, finalement, là, tu allais récupérer ça, mais non, là, on prend un peu plus. Vous dites, bon, moi, je touche plus rien. Est-ce que c'est pas comme ça que ça marche aussi, le marché immobilier c'est pas le schéma aussi, avec ces dispositifs mis en place un temps? C'est comme ça que ça a fonctionné, en tout cas, pendant des années. Oui, mais ça doit plus fonctionner comme ça, parce que justement, on attend toujours une carotte fiscale. Donc moi, j'entends ce que dit Bruno Le Maire, effectivement, et puis il faut voir aussi les choses en face. Les finances publiques ne sont pas en état d'ouvrir les vannes. Le quoi qu'il en coûte sur le logement, je n'y crois pas trop non plus. Donc chacun doit être raisonnable, mais au moins nous donner un cap, quelque chose qui ne change pas sans arrêt. Voilà. Et je pense que cette mesure sur la fiscalité et des logements, location meublée, et de la plus-value pourrait, et sur la transaction et sur la location, être deux choses qui pourraient nous permettre de donner un peu d'air. Parce que là, sur la location, qu'est-ce qui a été proposé sur l'accès à la location pour faciliter? Il n'y a pas grand-chose. En fait, vous avez la loi climat et résilience, qui en soi est une bonne loi, puisque ça protège les Français sur les passoires énergétiques. Sur le papier, super. En pratique, quand on va estimer votre bien et qu'on vous dit qu'il faut changer les fenêtres, il faut faire ci, il faut faire ça, vous nous dites très bien, mais j'ai pas les moyens. Ma prime rénov, est-ce que j'y ai droit? Pas droit. Donc, ces lois sont bonnes. Elles ont peut-être été un peu brutales, parce que là, ça fait beaucoup de changements d'un coup, plus un marché qui se retourne. Donc, nos concitoyens ont du mal. Et puis surtout, il y a un problème financier. C'est-à-dire que dernièrement, j'entendais qu'il faut à peu près en Ile-de-France 97 000 € d'apport personnel pour pouvoir acheter quelque chose. Alors, si vous êtes... allez, on va tomber sur vous. On oublie les classes moyennes alors. Vous êtes fille unique, très bien, vos parents vous aident. Vous avez 2 ou 3 frères et sœurs, ça devient difficile pour les parents d'aider. Donc les classes moyennes, ces fameuses classes moyennes, je pense que les gens, c'est un droit de se loger, d'habiter quelque part. Donc on doit permettre aux gens de pouvoir rentrer chez eux, habiter, avoir de l'espace, pas confiner. Si on libère du foncier, on peut s'installer ailleurs et puis télétravailler, ce qui est possible aujourd'hui. Donc c'est, je pense, avoir une vision... en tout cas de long terme. Oui. Sur la fin du dispositif Pinel, ça, vous y attendiez? Non. Non. On s'y attendait pas. Maintenant, voilà, c'est la fin du Pinel. Il y aura autre chose peut-être derrière ou pas, où les gens vont attendre. Parce que le problème, c'est que tout le monde va se... Est-ce que vous vous y attendiez pas justement à une forme de contrepartie? Justement, on met fin au dispositif, il fallait trouver autre chose? Oui, on espère toujours au moins un signe positif qui encourage les gens à revenir. Mais là, un des problèmes fondamentaux, je pense, en ce moment, c'est que les taux augmentent. Les banques sont plus vigilantes sur l'octroi de crédit. Donc ça, il faut attendre que ça se rééquilibre. On pense qu'à la fin de l'été, on devrait être aux alentours de 4. J'ose pas dire 4,5, mais enfin, en tout cas, ça se situe vers là. Maintenant, avec l'inflation, avec ce qui se passe, j'entendais le président de CAFPI l'autre jour avec qui je débattais, qui nous expliquait que peut-être, pourquoi pas, 5 en janvier. Donc, on ne sait pas. Donc, il faut être prudent. Donc ça, c'est à mon avis le problème majeur, c'est que les gens qui ont connu des taux à 1, 2, redécouvrent que finalement, on revient à ce qu'il y avait en 2012, où on était déjà à 4. Il nous reste une petite minute. J'aimerais parler du logement. Deuxième acte, le gouvernement qui lance un deuxième plan avec une enveloppe de 500 millions d'euros pour répondre au mal-logement. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Est-ce que ça veut dire création de nouveaux logements, là aussi? Alors, moi, je suis attentivement ce qu'explique Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Nous-mêmes, Orpi, on a participé à ça parce que le mal-logement, effectivement, c'est une réalité. 500 millions, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pour des gens normaux, 500 millions, c'est énorme. À l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Il faut bien comprendre que le logement social vit aussi parce que le logement privé fonctionne. Si vous donnez les moyens aux gens d'investir dans le privé, le logement social en bénéficie. Quand on divise un terrain et qu'il y a une partie réservée au logement social, c'est aussi le privé qui fait ça. Donc, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. C'est la théorie du ruissellement. Oui, et on ne peut pas tourner tout uniquement sur le logement social, parce que les gens ne veulent pas tous vivre dans le logement social. La grande majorité des gens voudraient pouvoir avoir leurs propres biens et chez eux. Donc, pour aider l'un, il ne faut pas que ça soit au détriment de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vision du logement. Voilà. Je voudrais bien vous dire que tout va bien et que c'est super, mais ce n'est pas ce que je ressens. Et là, malheureusement, je pense que le gouvernement est passé ou passe à côté, ou alors n'a pas le courage de dire que non. Débrouillez-vous, faites tourner le logement comme vous voulez, mais ça sera sans le gouvernement. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas, Guillaume. voilà. C'est ce que vous pensez. Merci Guillaume Martineau d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président d'Orpi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, on continue, donc je vous le disais, à parler d'immobilier dans Enjeu Patrimoine. C'est parti.
Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous continuons à parler du marché immobilier. Il n'y a plus de politique du logement. Tout le secteur est méprisé. Voilà la réaction de cette fédération de la promotion immobilière après les annonces du plan logement du gouvernement. La fédération des promoteurs immobiliers a d'ailleurs publié les chiffres pour le début de l'année. Sur les 3 premiers mois, les ventes de logements collectifs se sont effondrées de 34% par rapport à la même période de l'année précédente. Nous faisons le point dans cette émission avec Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Henri Buzy-Cazot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Le secteur donc, du logement continue actuellement de s'enfoncer dans la crise. À quel point ? Bon, écoutez, je vais vous donner un seul chiffre. J'ai presque 35 ans d'expérience dans ce secteur. J'espère que ça ne se voit pas trop, mais c'est intéressant parce que je suis entré au début des années 90 dans ce secteur. La production de logements annuelle était de l'ordre de 300 000 unités. Nous allons finir 2023 à quelque chose comme 300 000 unités. Les pessimistes disent 290 000 logements construits, les optimistes disent 310 000. La seule différence, c'est qu'entre-temps, la France a gagné près de 18 millions d'habitants, que des phénomènes sociologiques qu'on ne connaissait pas, la décohabitation, les divorces, les recompositions familiales, la mobilité professionnelle qui n'existait pas à ce niveau, eh bien tout cela justifiait qu'on était pas mal avec 300 000 logements. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas bien. Ouais. Il faudrait 400, combien il en faudrait, voilà, 450 000, entre 400 et 450 000 logements nouveaux produits chaque année. Alors là-dedans, il faut imaginer qu'il y a à la fois la production HLM dont on a besoin. L'objectif pour les HLM, c'est 120 000 logements par an. Depuis 3 ans, on dit on va arriver à cet objectif. On va être à la fin de cette année à 95 000. Bon. Ça, c'est pour l'HLM. Ce qu'on appelle le collectif neuf, c'est-à-dire les immeubles, les appartements dans les immeubles. Normalement, il faudrait 120, 130 000 unités. On va être en dessous des 100 000. Et puis les maisons individuelles, ce produit que les Français adorent. On est en pleine dégringolade. Voilà, donc on a aujourd'hui un retrait par rapport à ce qu'il faudrait, qui est de l'ordre de 40%. Et tout est concerné. C'est-à-dire qu'en matière de construction, il y a une chaîne. On sait ce qui n'est pas acheté. Il y a une baisse de l'ordre d'un tiers des acquisitions de logements neufs. On sait ce qui n'est pas produit. Les promoteurs, les constructeurs ne remettent pas en chantier puisqu'ils ne sentent pas que la demande va pouvoir acheter ces logements neufs. Ils n'achètent plus de terrain. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce qu'on dit aujourd'hui obère les 3 ou 4 années qui viennent, puisqu'il y a un cycle de construction du logement. Un promoteur, je l'ai été, il achète un logement aujourd'hui, il va ensuite déposer un permis de construire, et on va être dans 4 ou 5 ans en situation de livrer un logement. Donc le pire, c'est que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, les mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui, vont hypothéquer. On va voir les conséquences dans 4-5 ans. Tout à fait. Donc là, il y a un problème, chute de l'offre, chute des ventes. Des prix, eux, qui continuent d'augmenter, par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, les prix continuent d'augmenter, on en arrive à ce qu'il faudrait faire. Bon. Autant dans le logement existant, on dit le logement ancien, communément. Et vous avez eu ici, à ma place, des spécialistes du logement ancien, de la revente. Les propriétaires peuvent baisser leur prix pour permettre une vente. C'est une décision qui appartient. Eh bien, vous avez fait pendant 10 ou 12 ans une plus-value. Vous allez faire une toute petite plus-value en moins. Mais grâce à ça, vous allez donner de l'oxygène à votre acquéreur. On rappelle que l'inflation des taux d'intérêt, ça fait perdre 25% de pouvoir d'achat logement. Mais dans l'ancien, le prix peut redonner un peu d'oxygène. Dans le neuf, c'est pas différent. Comme ça, puisque vous avez un prix qui est constitué par une addition de coûts que je qualifierais d'industriels. Alors, vous avez le prix du terrain, qui fait aujourd'hui entre 40 et 60% du prix de sortie. Ça, c'est le gros sujet. On va évidemment en reparler en quelques secondes. Vous avez ensuite la main-d'œuvre, incompressible. Et dans ce pays, elle coûte cher, la main-d'œuvre. Les matériaux. Vous avez les matériaux. Qui augmentent. On est en pleine inflation, c'est-à-dire que les coûts des matériaux aujourd'hui ont augmenté depuis un an de l'ordre de 15 à 20%. Les promoteurs rognent sur leur marge, ou les constructeurs, pour ne pas répercuter trop cette augmentation des coûts de matériaux. Et puis il y a les normes.
les normes qui compliquent les process de construction. Sur chaque promoteur qui construit... Notamment en termes de rénovation énergétique ou... Alors, en termes effectivement de performance énergétique en matière de neuf, mais aussi pour l'accessibilité aux handicapés, il y a 5000 normes pèsent sur chaque promoteur. Ce pays n'a jamais su simplifier les normes. Donc, une première mesure à prendre, le premier qui en est parlé est Benoît Apparu, il était ministre il y a 15 ans. Eh bien, quand il en parlait, il y avait 3500 normes, il y en a 5000 aujourd'hui. Vous voyez, donc on n'a pas fait le chemin dans le bon sens. Il faut simplifier les normes. Elles font des doublons, elles sont inutiles pour certaines d'entre elles. Il y a des lobbies derrière chaque norme, il faut être très clair aussi. Il y a bien sûr la question aussi du foncier. Alors, la question du foncier. Aujourd'hui, ce qui fait l'essentiel du prix d'un logement, c'est le terrain. Quand on dit foncier, c'est le terrain sur lequel on construit. Ces terrains, pourquoi ils sont si chers? Ils sont chers... Ils sont chers partout? Ils sont chers sur 80% du territoire, et avec une tendance 100%. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans et demi, la pandémie a révélé... Il y avait des signaux faibles avant, que les Français veulent un nouvel aménagement du territoire. Ils ne veulent pas habiter que les 11 métropoles, ils aiment les villes moyennes, et ils aiment les territoires ruraux. Donc il y a une pression partout aujourd'hui. Et globalement, ces terrains ne sont pas assez nombreux. Les terrains à bâtir, il faut faire en sorte qu'ils soient mis sur le marché. Alors, à qui appartiennent-ils? À l'État. L'État ne sait même pas de quoi il est propriétaire et ne met pas sur le marché ces terrains stériles. Les collectivités locales, les mairies, les régions, les départements sont propriétaires de terrain, et les propriétaires particuliers comme vous ou moi. Et là, il faut revoir la fiscalité, puisque la fiscalité de la plus-value, elle incite à garder un terrain longtemps, et qu'il faut faire l'inverse. Il faut dire, vous ne paierez pas de plus-value, ou elle sera moindre si vous vendez tout de suite votre terrain. Donc il faut faire un choc. Le président de la République aime bien le mot choc. Alors, il avait parlé de choc de construction il y a 5 ans, ça n'a pas marché. Il a parlé de choc de simplification chez votre confrère de Challenge il n'y a pas longtemps. J'en accepte l'augure. Il faut un choc foncier. Mais là, le choc n'a pas eu lieu, là. Il n'a pas eu lieu. Il faut le provoquer en modifiant la fiscalité, en mobilisant l'État et les collectivités. Où sont vos terrains? Mettez-les sur le marché et à des prix décotés. Il y a une loi de 2013 qui le permet. On peut décoter les terrains pour que les promoteurs puissent construire moins cher, puissent construire des HLM. C'est vraiment l'essentiel. Donc il y a la simplification des normes, il y a le foncier, et puis il y a la question du zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que la transition énergétique aujourd'hui a lancé un mot d'ordre, c'est plus de terrains nouveaux construits. Alors, il y a un grand débat entre l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas assouplir cette règle? La règle, c'est 2050, plus de nouveaux terrains. Est-ce que d'ici à 2050, il ne faut pas donner un petit peu de mou Est-ce que c'est véritablement ça qui pourrait être une partie de la solution, selon vous? Ça tétanise aujourd'hui aussi bien les maires que les promoteurs. C'est-à-dire que ce mot d'ordre, qui en fait est pour 2050, je le rappelle, tout d'un coup, il conduit les maires à ne plus signer de permis de construire. Et même à sous-utiliser ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire la règle du jeu pour construire. Un petit peu comme on le fait, vous savez, quand on sait qu'il y a un radar sur l'autoroute, on ralentit. On passe, oui, mais bien en dessous de la vitesse. Et c'est un peu ce que font les maires. Ils disent, attendez, on ne construit plus. Donc il y a aujourd'hui une pénurie de permis de construire, et là encore, on obère l'avenir. Voilà, donc les 3 gros leviers, c'est la simplification, c'est le foncier, et c'est un assouplissement de la dureté des règles pour la transition environnementale. Non, c'est très clair. Moi, j'avais une question. Pourquoi cette chute, particulièrement les 3 premiers mois de 2023? Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que c'est la suite logique? Ou est-ce que là, on assiste à quelque chose de particulier cette année? Écoutez, les problèmes... Tous les éléments qui se... Voilà, les problèmes que j'évoquais, notamment la question foncière ou celle des normes, mais on pourrait ajouter la complexité juridique pour obtenir un permis de construire. Bref, ce sont des problèmes très anciens. Ça fait 30 ans qu'on les désigne et qu'on ne les traite pas. Il s'ajoute à ça l'inflation. Inflation des taux d'intérêt, qui porte aussi sur les promoteurs. C'est un promoteur, quand il veut se faire financer, ça lui coûte aujourd'hui, comme un ménage, 4 fois plus cher qu'il y a 18 mois. Entre 3 et 4 fois plus cher. Mais l'inflation a un effet de loupe sur des problèmes très anciens. Quand vous ajoutez des problèmes anciens qui n'ont pas été traités, et une inflation dont les effets se révèlent depuis quelques mois, notamment depuis le début de l'année, en effet, 2023,
eh bien vous avez un cocktail explosif. Et tout d'un coup, voilà, la machine est bloquée. En réalité, ça fait longtemps qu'on voyait venir ces craintes. Des professionnels attirer l'attention des pouvoirs publics depuis bien longtemps, depuis 10 ou 15 ans. On n'a pas traité des sujets qui aujourd'hui nous sautent aux yeux en quelque sorte. J'en profite puisque c'est la question du jour, enfin ce de quoi on parle ensemble aujourd'hui. Pourquoi le logement neuf, c'est un indicateur important de la santé du marché immobilier ? Bon alors écoutez, d'abord, le logement existant ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut augmenter notre capacité de loger les ménages pour répondre aux besoins démographiques, des évolutions sociologiques, de ce nouvel aménagement du territoire et des endroits où il n'y a pas assez de logements. Donc, il dit quelque chose des évolutions de notre société. Il est la traduction, exactement. Il répond à des besoins. C'est pas le plaisir de construire, c'est pas pour dire les promoteurs sont en difficulté. C'est une chose à souligner, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est les ménages français ont besoin que le parc soit suffisant. Il ne l'est pas aujourd'hui. Et notamment le parc ancien, pour une grande partie, il est obsolète. Il n'est pas performant au plan énergétique, il n'est même pas rénovable pour une grande partie. Donc il faut du logement neuf qui d'emblée est performant et répond aux normes. La deuxième chose, c'est que ce logement neuf, il faut voir qu'il est largement porteur d'emplois aussi et de recettes fiscales. Recettes fiscales, c'est la TVA. À la fin de cette année, la baisse, vous donniez les chiffres tout à l'heure, ils sont incontestables, ça va être une impasse budgétaire pour la France de 6 ou 7 milliards d'euros de TVA en moins. 6 ou 7 milliards d'euros, c'est énorme. Par ailleurs, l'emploi. La filière du bâtiment, c'est 1,5 million d'emplois. Lorsque le président de la Fédération du bâtiment dit la baisse de la construction de logements, c'est 100 000 emplois qui sont menacés à 24 à 36 mois. Ça doit émouvoir. Le président de la République veut qu'on aille vers le plein emploi. On est tous d'accord avec ça. Le bâtiment est un gros contributeur à l'emploi en France. Il ne pourra pas l'être si le logement n'est pas relancé. Voilà. Donc, logement neuf, c'est à la fois un révélateur, un indicateur et la cause de beaucoup de difficultés si on n'en prend pas soin. J'aimerais vous poser la même question de ce dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission. C'est vrai que le secteur de l'immobilier semble toujours avoir besoin d'aide ou de dispositifs spéciaux type Pinel, justement pour avancer. Est-ce qu'on peut sortir de ce schéma-là aussi ? Est-ce qu'on peut imaginer un schéma différent ? Et est-ce que c'est véritablement possible avec ce dont vous venez de parler, les enjeux du logement, de la population et de la rénovation énergétique ? Oui, il y a deux choses à dire. Quand le président de la République montre du doigt les aides, vous venez de le rappeler, c'est un secteur sous perfusion, assisté, on est incapable de faire un logement neuf sans aide. Alors il n'a pas tort, mais il faut se demander pourquoi. Les aides pour les ménages ou un dispositif fiscal, le Pinel, qui disparaît, des réductions de TVA pour construire dans certains quartiers, ce sont en fait des antidouleurs. Parce qu'il y a de la douleur, c'est-à-dire que la fiscalité sur le logement, elle est trop lourde. Et on fait un jeu qui est très pervers. Vous savez, c'est les calmants et les amphétamines. Voilà. Donc, on excite et puis on calme. Et autour de ça, on devient fou, on perd son équilibre. Donc il faudrait simplifier tout ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut évidemment alléger la fiscalité et on n'aura plus besoin d'aide. Les ménages pourront avoir beaucoup moins d'aide. Les investisseurs pourront avoir une fiscalité normale. Et il faut un dispositif pour supplanter le Pinel qui soit un dispositif fiscal de droit commun, stable, qui ne soit pas une niche ou un avantage fiscal. Merci beaucoup Henri Buzicazo d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Smart Patrimoine sur Bismart évidemment. Ciao.